Bonjour à tous. On va commencer. Bienvenue, Magali Girard, directrice générale du CICS, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour une présentation de Statistique Canada. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Fecteau, qui est responsable de projet pour les fichiers des familles T1+, le sujet du webinaire ce midi. Et ça vient du Centre de la statistique du logement et du revenu à Statistique Canada. Et Éric est aussi analyste principal qui se concentre sur les résultats sur le marché du travail des diplômés postsecondaires en utilisant, entre autres, le FFT1 et le FAPRP. Donc, des acronymes pour dire que le fichier des familles T1+, est en fait remplacera complètement le fichier des familles T1 et le fichier administratif principal du revenu personnel. Et donc, c'est ça, c'est l'objet de la présentation aujourd'hui pour vous donner toutes les informations. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré, il sera rendu rapidement disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, je laisse la parole à Éric pour sa présentation. Puis Éric est accompagné aujourd'hui de Dominique Pinard de la même équipe, je crois, pour aider Éric dans la période de questions. Donc, le formule est toujours le même, hein, une présentation d'environ une trentaine de minutes pour nous laisser du temps pour une période de questions et réponses. Je vous invite à utiliser le chat ou la section Q&A, questions-réponses de Zoom pour y inscrire vos questions. Puis après ça, on va prendre quelques temps là, pour y répondre à la fin de la présentation, puis on termine à 13 heures, comme d'habitude. Alors, merci Éric pour votre présence. Merci. Je vais partager mon écran. Voilà. Super. Merci pour l'introduction. Oui, je m'appelle Éric Fecteau et aujourd'hui, on va discuter du remaniement du FFT1+, le fichier des familles T1+. Un peu un aperçu de la présentation. On va discuter en premier des bases de données. Oui, il y a des acronymes, il y en a beaucoup, mais on va les expliquer. Ensuite, on va parler un peu du contexte, les changements et les avantages de ce remaniement. Et puis, un impact sur les échéances de l'année de référence 2024. Premièrement, les bases de données. En premier, c'est le fichier des familles T1, probablement le plus populaire, le plus connu. C'est le fichier des familles T1, le FFT1, aussi appelé le T1FF ou TIFF en anglais, qui est une très grande possibilité que j'utilise le terme TIFF à un point durant la présentation, est une base de données de déclarants T1 regroupés en familles de recensement avec les enfants et les conjoints non déclarants. Le FFT1 publie environ 40 tableaux sur le site web de Statistique Canada et des tableaux personnalisés sont disponibles sur demande. Le FFT1 est une source de données fréquemment intégrée à d'autres sources de données d'enquête et administratives à Statistique Canada. Donc, dans les CDR, le FFT1 est généralement disponible à travers une intégration avec d'autres sources. La banque de données administratives longitudinales, le DAL ou la DAL, est un fichier longitudinal conçu comme outil de recherche sur le revenu et contient un nombre limité de caractéristiques démographiques. En anglais, le LAD est aussi une possibilité que j'utilise ce terme-là. La DAL comprend un échantillon aléatoire de 20% des déclarants du fichier des familles T1 annuelles et leurs familles. L'aspect aléatoire de la sélection de l'échantillon est important pour la représentativité de la population. La DAL peut être intégrée à d'autres sources de données d'enquête et administratives à Statistique Canada, surtout pour être utilisée comme groupe témoin et l'analyse d'un groupe résiduel. Donc, par exemple, si l'échantillon contient une certaine population, on peut utiliser la DAL pour groupe témoin ou groupe résiduel.
Ensuite, le fichier administratif principal du revenu personnel, le FAPRP, en anglais APIM, est une source complète de données sur le revenu personnel provenant des déclarations de revenus et des feuillets d'impôt fédéral associés. Ici, l'important, c'est vraiment les feuillets d'impôt fédéral associés. On est en train de parler de 3 bases de données, puis on va en discuter en plus grand détail, qui sont assez similaires ici. Le FAPRP est une source de données principalement utilisée pour intégrer l'information sur le revenu à d'autres sources de données d'enquête et administratives à Statistique Canada. Un peu comme le FFTR1 et un peu comme la DAL. Ce qui est un peu différent ici, c'est le FAPRP. Le but et le mandat n'est pas de publier des données tabulées directement. Bon, maintenant qu'on a une idée des 3 sources de données administratives sur le revenu à StatScan, donc le FAPRP de 2016 à aujourd'hui, qui est surtout sur les données des personnes, le FFT1, qui est de 1982 à aujourd'hui, qui est surtout sur les données familiales et avec une géographie détaillée, et la DAL, même période que le FFT1, parce que c'est un échantillon de 20%, qui se concentre sur l'aspect longitudinal. Sur ça, c'est les 3 sources de données en ce moment à StatScan. Le FFT1, le remaniement de ceci est qu'on cherche plutôt une source de données. Donc, ça va être le FFT1 va être les données sur le revenu des personnes. Ensuite, sur ceci, on va ajouter la famille de recensement et les ménages et la géographie détaillée. Et ensuite, on va ajouter les données longitudinales. Un 20% comme la dalle va continuer à exister. Puis ça va être un 20% du FFT1+ au lieu. Donc ceci, on limite le nombre de bases de données pour rendre le processus plus simple et pour rendre le processus de création plus simple et faire un peu un nettoyage de qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Un peu de contexte. Donc, on fait ce projet ici en 3 phases. La première phase, l'année dernière surtout, entre 2024 et 2025, donc avril 2024 à mars 2025, c'est une phase d'exploration, d'évaluation et de consultation. On a fait une consultation intensive auprès des utilisateurs internes et externes. Je vais discuter un peu plus de la consultation à la prochaine acétate. Puis on a fait une exploration des concepts et de qu'est-ce qui serait possible de modifier. Donc, on a exploré les sources disponibles, puis on a pris certaines décisions. En 2025-2026, donc avril 2025 à mars 2026, donc la période qu'on est en ce moment, c'est vraiment une phase de développement. Une exploration très approfondie des données. La création des spécifications pour les nouveaux modules. Donc, comment est-ce qu'on va prendre les données qu'on a en ce moment, les données brutes à travers StatScan pour créer cette base de données. Puis après ça, une continuation des consultations des utilisateurs. Donc, comme aujourd'hui, c'est en partie une session de consultation. Et à la fin, il y a une adresse courriel qu'on aime bien recevoir, tout commentaire, questions, etc. Donc, la consultation continue en ce moment. L'année prochaine, en avril 2026 à mars 2027 environ, c'est la phase de production. Donc, durant cette période, on va créer un prototype interne des données pour l'exploration, documentation et validation pour nous-mêmes et pour les utilisateurs internes qui utilisent déjà nos données. Leur rendre plus facile à modifier leur processus pour utiliser nos nouvelles données. Puis après ça, période de production de la base de données, de microdonnées, et ensuite la publication de tout ceci. Et rendre ce qu'on rend généralement disponible dans les CDR. Les consultations. Donc, l'année dernière et en partie cette année, on a fait une consultation interne pour les utilisateurs du FAPRP, du FFT1 et de la DAL.
On a fait cette consultation au niveau des variables. Par exemple, on a demandé à tous nos utilisateurs, plusieurs dizaines d'utilisateurs, quelles variables qu'ils utilisent, par exemple, et comment et pourquoi ils utilisent certaines variables et concepts pour trouver vraiment qu'est-ce qui était important dans nos données. Même chose au niveau des concepts, on a fait une série de consultations. Essayer de trouver quelle population marginale est-ce que les gens sont intéressés, qui manquent, etc. Comment est-ce que les gens gèrent les décédés dans leurs analyses, comment est-ce qu'ils gèrent leurs enfants qui n'ont pas de données d'impôt, par exemple. Un enfant qui a 2 ans, généralement, n'a pas de revenus, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'ils utilisent, c'est quoi l'importance des concepts, etc. On a aussi fait une période de consultation externe avec les clients. Celle-ci continue encore. Et, comme j'ai dit, la consultation continue. À la fin de la présentation, il va y avoir une adresse courriel et on aime bien avoir les commentaires, questions, etc. Ou n'importe quel aspect, inquiétude, aspect d'importance dans les données existantes pour vous en ce moment. So, les changements et avantages du remaniement. Donc, c'est quoi qu'on change, par exemple? Premièrement, la population du FFT1+. On élargit l'univers de la population à celle des personnes fiscalement actives et à leur famille. Je vais définir qu'est-ce que fiscalement active et famille veut dire ici. Donc, on va inclure dans la population de la base de données tous les gens qui ont rempli une déclaration fiscale, donc fait un rapport d'impôt, ou qui ont reçu un feuillet d'impôt. Donc, si quelqu'un a reçu une T4, une T5, un T2, T4E, T4A, T4RSP, etc., il y a une série d'une vingtaine de feuillets d'impôt. Si une personne a reçu ceci, ils vont être inclus dans la base de données. Et autant que possible, leur famille va aussi être inclue. On va aussi inclure toutes les personnes à charge d'après les prestations fédérales pour enfants et les conjoints d'après les informations fiscales. Donc, si quelqu'un rapporte que cette personne-ci est mon conjoint, mais que ce conjoint a reçu aucune information, par exemple, a reçu aucune information, aucun feuillet d'impôt, ils vont quand même être inclus dans la base de données. Et ensuite, on construit les familles d'après ces gens ici. Donc, toutes les familles ayant un membre, ayant une activité fiscale seront incluses, autant que possible qu'on connaisse les membres de la famille d'après l'information fiscale. L'impact sur la population de la DAL est encore à évaluer. En ce moment, la DAL est 20% de la population du FFT1. Il reste encore à évaluer l'impact ou comment exactement on va ajouter un 20% de la population du FFT1+, avec une plus grande population. Ici, c'est un aperçu assez haut niveau de la population du FFT1+. On peut voir en orange-ish dans le milieu les déclarants fiscaux, environ 28 millions, et la majorité des gens qui ont des prestations fédérales pour enfants, comme les parents ici, sont des déclarants fiscaux. On ajoute aussi, comme on le fait en ce moment sur le FFT1, les enfants, environ 7 millions d'enfants non déclarants. Et c'est ici le nouveau, la population ajoutée comparée au FFT1, ça va être les gens, le 4 millions de gens qui n'ont pas fait de déclaration fiscale, mais qui ont reçu un feuillet d'impôt. Ici, on a d'autres exemples, T4A, T4OAS pour les plus vieux, etc. Et aussi les conjoints imputés. Le FFT1 inclut déjà ces conjoints imputés, puis on va continuer à les inclure. Les gens qui n'ont pas de déclaration, n'ont pas de feuillet d'impôt, etc. La prochaine chose qu'on améliore, c'est l'imputation. On améliore la qualité des données grâce à une vérification et une imputation plus détaillée.
On fait une détection minutieuse des valeurs aberrantes et indicateurs de qualité pour les utilisateurs. Donc, on va ajouter des indicateurs de qualité et on va faire certain que les valeurs aberrantes, les erreurs, sont détectées et réglées. De meilleure qualité qu'avant. L'information imputée pour les personnes ayant des faits fiscaux, mais n'ayant pas rempli une déclaration fiscale. Donc, on fait ceci déjà sur le FAPRP. On va imputer le revenu des gens qui n'ont pas fait de déclaration fiscale, donc plus ou moins imputer leur déclaration fiscale. Pour ceux qui ont reçu seulement des, par exemple, T4, T5, etc., des faits fiscaux. Et aussi, on va améliorer l'exploration de la qualité des données et des rectifications de données. On est en train de travailler sur ceci en ce moment. Pour les variables et les concepts, une précision accrue de certains transferts gouvernementaux qu'on estime grâce à d'autres sources de données, soit qu'on a l'information directement pour le transfert gouvernementaux ou de la meilleure information pour les estimer. On va aussi ajuster le nombre de variables disponibles et traitées. Donc, le FFT1 traite en ce moment plus de 1000 variables. Ceci est plusieurs doublons et concepts non utilisés. Ceci prend beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et c'est surtout des concepts qui ne sont pas utilisés ou très, très, très peu utilisés. Avec le FFT1+, on va se concentrer sur environ 300 concepts, 300 variables. Et pour bien les documenter, bien les traiter, faire plus d'exploration et plus d'analyse sur ces variables. On se concentre sur les concepts de revenus principaux, donc tout ce qui tombe dans le revenu total, par exemple, et certains concepts démographiques, comme la famille ou âge, le genre, etc. Les concepts disponibles dans nos publications, donc sur le site web, et dans les données disponibles dans les CDR vont généralement demeurer disponibles. Donc, l'impact à l'externe est très, très peu d'impact à l'externe. La géographie. En ce moment, la géographie du FFT1 et de la DAL est basée sur le code postal. Donc, on utilise le code postal d'un individu pour construire la géographie de recensement pour cet individu-là, où est-ce qu'il vit d'après les standards de la géographie de recensement. Sur le FFT1+, on va se baser sur l'adresse elle-même au lieu de leur code postal, donc un point beaucoup plus précis. Le plus que possible. Ce n'est pas toujours possible. Par exemple, les gens qui ont des boîtes postales. Mais le plus possible, on va utiliser l'adresse spécifique. Et donc, la géographie va être de plus bas niveau, qui va être mieux définie et beaucoup plus précise. Mais le code postal va toujours être disponible, mais les géographies postales, comme par exemple qu'on publie en ce moment ou qu'on rend disponibles, comme les villes postales, des concepts qui sont très attachés au code postal, les régions de tri d'acheminement, RTA, urbain, et les communautés rurales seront plus disponibles dans les produits standards. Et les ménages. À cause de, comme je viens de discuter, des adresses plus précises, on peut explorer la possibilité de créer des ménages en plus des familles. Les ménages vont être une unité d'analyse qui regroupe les familles fournissant la même adresse de correspondance à l'Agence de revenus du Canada. Comme pour la famille, le concept de ménage pourrait différer légèrement de celui du recensement en raison de la source d'information. On collecte des données administratives au lieu de demander aux gens où ils vivent, et de la méthodologie. On va aussi faire une refonte des publications.
Les nouveaux tableaux web, on va créer des nouveaux tableaux web avec de nouvelles informations et une couverture améliorée de la population. On ajoute environ 4 millions de gens. On aimerait être capable d'inclure ceux-ci dans nos publications. Mais certains tableaux vont rester historiquement comparables avec ce qu'on a publié depuis 1982, par exemple. On va créer un nouveau guide de référence technique pour le FFT1+, comme, un peu similaire comme qu'on l'a pour le FFT1 en ce moment et la DAL. Un nouveau dictionnaire de données pour le FFT1+, et la DAL, pour refléter les nouveaux concepts, les améliorations, etc. Et une série de nouvelles règles sur la confidentialité des données. Simplifier certains processus et moderniser certains de ces processus de confidentialité ici. Par la modernisation, on va faire une modernisation des modules de la famille, de la géographie, des transferts gouvernementaux, des ajustements et imputations, etc. On prend l'opportunité de vraiment moderniser nos processus. On va aussi moderniser les aspects techniques et les décisions prises dans les dernières 40 années depuis 1982. Par exemple, juste un petit exemple, durant la formation de la famille, on utilise le numéro de téléphone pour identifier des conjoints. Ce concept a beaucoup changé dans les dernières 40 années, par exemple, qui aujourd'hui a le même numéro de téléphone que leur conjoint. Peut-être que c'est pas nécessairement qu'on va éliminer parce que si deux personnes ont le même numéro de téléphone, ça peut être une très très bonne indication que ces deux personnes ils sont ensemble. Mais peut-être c'est un peu moins important si le numéro de téléphone n'est pas le même. C'est juste que des décisions comme ceci, il faut qu'on les réexplore avec des changements de concepts de famille et de technologie dans les dernières 40 années. On va aussi moderniser le système de traitement de la DAL pour utiliser les nouveaux outils disponibles. Impact sur les échéanciers. Donc, le calendrier de diffusion. La diffusion des données du FFT1 pour l'année de référence 2024 sera retardée de 6 à 8 mois du printemps 2026 à l'hiver 2027. Les familles de recensement et la géographie des petites régions seront disponibles sur le FFT1+, au début de 2027 pour les données de 2024 et 2025. Donc, on retarde 2024, mais on donne 2024 et 2025 près une après l'autre, plus ou moins. Même chose pour la DAL, puisque ça se fie sur les données du FFT1+. La diffusion de la DAL de l'année de référence 2024 sera retardée de 4 à 6 mois aussi. Donc, il y a un petit tableau en bas ici. On retarde les données pour l'année de référence 2024, mais pour l'année de référence 25, 26, 27, etc. dans le futur, on pourra publier plusieurs mois à l'avance qu'on publie en ce moment. Il reste encore certaines choses à comprendre dans les données pour savoir combien de temps plus tôt qu'on peut le publier, mais définitivement quelques mois au minimum. Perspective d'avenir. Donc, les données pour le FFT1+, les données pertinentes, vont être plus tôt dans l'année. On va, comme je viens juste d'explorer, on va avoir accès aux données à l'externe plus tôt qu'en ce moment. Le FFT1+ va être beaucoup plus agile aussi. La possibilité on va être capable de réagir plus rapidement à des changements. Par exemple, les changements fiscaux de la COVID il y a quelques années, c'était pas simple à réagir à ceci pour nous avec le FFT1 à cause de diverses raisons, mais le FFT1+ est bâti pour être plus agile et capable de réagir à certains changements comme ceci. Les améliorations sont aussi plus simples à instaurer dans le futur. Si jamais on décide de faire d'autres améliorations, ça va être plus facile à organiser dans les prochaines années. Le FFT1+ est une source unique de microdonnées administratives de revenus des particuliers, des familles et des ménages. Au lieu d'avoir plusieurs sources à StatScan, on a maintenant une source unique.
Et cette source, les concepts de cette source s'alignent bien avec les standards de Statistique Canada, soit les standards sur le revenu ou les standards sur la géographie, etc. Donc, voici, comme j'ai mentionné, toute question peut être envoyée ici. On aime bien avoir n'importe quelle question, commentaire, recommandation, etc. Sont très appréciés. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Eric, pour la présentation. J'invite tout le monde. On est un petit groupe, donc vous pouvez simplement prendre la parole ou lever la main. Si je vous donne la parole pour poser votre question. Euh, Peut-être juste pour commencer, là, puis ouvrir le bal. Vous disiez que c'est ça, vous êtes en période de consultation auprès des chercheurs, mais vous avez déjà une bonne idée de ce que vous voulez faire. Dans quelle mesure les commentaires des chercheurs en CDR ou à l'extérieur peuvent être pris en considération justement pour apporter des changements? Oui, je vois la main levée d'Antoine, mais oui, si vous pouvez répondre à cette question-là, puis après. Oui, oui, c'est encore très possible. On est vraiment en train de créer nos spécifications en ce moment. Il y a certaines choses qu'on commence de plus en plus à finaliser, comme par exemple nos listes de quels concepts ils vont y être. Au lieu de 1000, il y en a vers 300. On a une bonne idée de quelles variables, mais il y a toujours une possibilité d'en ajouter d'autres. Même plus tard, le processus, ou même, comme j'ai mentionné, puisque le système est plus agile, c'est possible d'en ajouter d'autres dans le futur. Même chose pour d'autres concepts. La famille, on est en train de vraiment la bâtir, mais il reste encore beaucoup d'exploration, évaluation. Donc, c'est vraiment le temps parfait pour n'importe quel commentaire ou suggestion parce que c'est vraiment, on est vraiment dans les données en ce moment. On est capable de prendre des décisions et modifier ces décisions-là en ce moment. Super, merci. Antoine. Merci. J'ai plein de questions, mais j'en aurais au moins minimalement une là, que je pense qui serait particulièrement pertinente en personne. Je pense à le diagramme de Venn que vous nous avez montré là, de la nouvelle population et l'ancienne. Je voulais juste être sûr de Oui. comprendre la correspondance avec ce qui est déjà dans le T1FF. Vous nous avez parlé qu'il y avait 4 millions de personnes pour qui on a des feuillets seulement, puis qu'on a 0,3 millions de personnes qui sont des conjoints imputés. Ma compréhension, c'était que dans le T1FF, il y a des conjoints imputés qui sont vides, mais il y a aussi des conjoints imputés qui ont un T4. Ils Oui, sont-ils dans ce point 3 millions-là ou ils sont dans le 4? il serait dans le 4, je crois. Oui, Dominique m'a dit oui, oui. Merci. Oui, il serait dans le 4 millions. Donc, oui, il y a certains individus dans le T1FF ou le FFT1 qui ils viennent des T4, mais ils ont besoin d'être attachés à quelqu'un qui vient, comme leur conjoint doit avoir rempli un rapport d'impôt. Ceci sera plus vrai dans le FFT1+. Ils n'auront pas besoin d'avoir un conjoint qui ont fait une déclaration fiscale. Mais oui. Donc, ça se pourrait qu'on ne gagne pas exactement 4 millions d'observations, qu'il y en a qui sont déjà là, s'ils étaient avec un conjoint puis qu'il y avait un T4 à leur nom. Oui, OK. oui, tu as raison, oui. Je vais quand même Euh, ajouter que, ouais. pour juste finaliser la réponse, une des grosses différences qu'il va y avoir entre le FFT1+ puis le FFT1 actuel, c'est que l'imputation des revenus des conjoints va être différente. On va avoir une approche très différente. En ce moment, on est limité en termes de quelles sources de revenus les conjoints imputés peuvent avoir. Et avec le FFT1, on va essayer d'avoir une image un peu plus complète. Si je peux, justement, un peu là-dessus, là. Vous mentionnez que vous allez faire la simulation des prestations d'une façon qui est améliorée, qui est différente. Je suis juste curieux de savoir, outre le fait que vous avez toute la gamme des feuillets maintenant, est-ce qu'il y a d'autres. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de faire des imputations de prestations qui sont peut-être meilleures? Est-ce que vous avez une nouvelle source de données Mais en ça dessous? va être vraiment les faits fiscaux qui vont vraiment, vraiment aider avec ça. Aller chercher leurs revenus, pas nécessairement leurs revenus, mais leurs revenus de l'année précédente, etc. Savoir quelle sorte d'informations qu'il y a. Je ne sais pas c'est quoi GST en français. Alors, c'est Un la crédit TPS.
taxe de vente pour le. Ouais. Ouais, donc cette base de données-là va aussi nous aider à avoir un peu plus d'informations sur ces crédits fédéraux-là. Parfait, merci. Super. D'autres questions? Sinon, moi, j'en avais peut-être une. Vous avez mentionné qu'il y allait avoir le TF. Le T1FF+, c'est ça. Je me mélange dans mes lettres puis mes chiffres. Ça va venir avec des nouvelles règles de confidentialité. Est-ce que ça veut dire que pour les chercheurs en CDR, ça va venir avec des nouvelles règles liées à la divulgation des résultats, le vetting? Il y a une bonne chance que non, surtout parce qu'en ce moment, le FFT1 qui est disponible dans les CDR fait partie de d'autres programmes. Donc, par exemple, le FFT1 qui fait partie de la BDIM ou le FFT1 qui fait partie de la PLEMT. Et donc, ces règles-là vont rester les règles qu'eux ont déjà pour ça. Il y a une possibilité que les règles de confidentialité vont changer pour la dalle, mais c'est encore en exploration en ce moment. Ça va être plus pour nous. Pour nous, quand on fait des tabulations personnalisées ou des tableaux en ligne, on peut possiblement être capable de faire certaines choses différemment et utiliser des outils généralisés à StatScan qui peuvent vraiment nous aider à simplifier le processus à donner des données à l'externe. Merci. Antoine? S'il n'y a personne d'autre. Vas-y. Tu me demandais, là, vous parliez de réduire le nombre de variables. Évidemment, dans l'exercice de consultation que vous faites, parce que j'ai déjà été une de ces personnes qui demandent des trucs de plus aux gens qui gèrent la dalle, un des défis qu'on a, si vous voulez avoir l'heure juste sur ce qui est utile ou non de la part des chercheurs, mettons, c'est qu'on n'a aucune idée c'est quoi les 1000 que vous avez. On voit juste celles qui sont dans la dalle. Moi, on m'en a déjà donné une parce que quelqu'un aux finances avait une version différente qui devait être plus proche du T1FF. Des fois, c'est moi qui fouille dans des feuillets fiscaux puis qui fait Ah, ça, c'est intéressant. Donc, tu sais, ça serait fâcheux de perdre. Je comprends que pour le produit, c'est utile d'épurer, mais comme de perdre des choses, tu sais, c'est essentiellement, on ne sait pas ce qu'on perd en ce moment, dans notre cas, parce qu'on ne voit pas tout ce que vous avez en arrière. Puis on sait que vous n'avez pas tout ce qui vient de la. Tu sais, la RC ne vous donne pas nécessairement tout. Pour nous, on ne le sait pas d'avance. Fait que, tu sais, quelque chose à considérer dans votre processus. Puis je me demandais pour l'échantillonnage de la dalle, parce que je comprends que la dalle a un échantillonnage naturel où si vous prenez un 20% des nouveaux déclarants, c'est toujours l'échantillon se maintient dans son aléatoire puis vous avez des morts. Mais là, les gens qui ont juste un feuillet, il n'y a pas la structure d'âge là-dedans. Les gens qui apparaissent avec un seul feuillet, ils peuvent avoir n'importe quel âge. Donc, il n'y a plus cette structure-là naturelle de génération. Qu'est-ce que vous avez en tête? Je comprends que c'est pas réglé, là, mais qu'est-ce que ça pourrait être une approche pour essayer d'avoir quelque chose de représentatif de ces non-déclarants-là? Oui, c'est un bon point. Il y a une possibilité, puis c'est encore en exploration, mais il y a une possibilité que ça devient un 20% d'une sous-population qui est peut-être une surpopulation du FFT1+, mais que, par exemple, on n'ajoute pas quelqu'un qui vient juste d'un feuillet très, très petit. Il y a encore beaucoup d'exploration, là, mais les gens qui ont des feuillets auront peut-être certaines informations d'ailleurs qui viennent de la ARC ou de l'information imputée. Oui, je comprends, l'information imputée peut causer des problèmes longitudinalement, puis c'est encore quelque chose qu'il faut vraiment qu'on explore. Mais ce ne serait pas la première fois que la dalle qu'il y a des augmentations de population dont la dalle doit réagir. Donc, il y a eu, comme par exemple, là, je ne me rappelle plus de mes années, là, 2005, il y a eu, avec certains des nouvelles lois, il y a plus de gens qui ont fait des rapports d'impôts et donc le 20% devient un peu différent d'une année à l'autre. Et il y a eu la dalle a géré ça historiquement. Ils vont le faire encore une fois. Il reste encore beaucoup à explorer pour cette question-là. Puis sinon, mais c'est plus par curiosité, mais avec la nouvelle mesure géographique que vous voulez créer, j'étais juste curieux, puis c'est peut-être possible déjà, mais
est-ce que ça deviendrait possible, par exemple, de prendre la dalle et de rentrer un polynôme de division électorale, puis d'utiliser la dalle pour des études de sciences politiques, là, de comportement électoral, à ma connaissance, les gens font pas, mais est-ce que ça deviendrait possible de faire ce genre de choses-là si on est plus proche des divisions recensement? Oui, je crois que c'est déjà en partie possible avec les Federal Electoral District. Je ne sais pas c'est quoi en français. Mais oui, généralement, on va être capable de faire de façon plus précise avec une meilleure géo. Celles-là, c'est une des plus complexes parce qu'elles ne sont pas bâties dans la géographie de recensement. Mais avec le fait qu'on a des géographies plus précises, on est capable de les rebâtir plus facilement, plus spécifiquement. Parfait, merci. Moi, j'avais peut-être une question concernant la transition vers le T1FF puis le plus. Après, vous avez mentionné qu'il allait y avoir de la documentation technique pour les chercheurs. Est-ce que vous prévoyez comme une période de chevauchement? Et puis, une question, l'autre, comment informer les chercheurs justement qui utilisent actuellement ces données-là pour bien les préparer, qu'ils aient le temps un peu de se revirer de bord dans leur projet et tout ça. Puis oui, s'il y a pour qu'ils puissent faire les ajustements nécessaires dans leurs analyses puis programmation. Oui, à l'interne, on va avoir un 6 mois de chevauchement où est-ce qu'on va avoir un prototype. Donc, à l'interne, les gens pourront s'habituer avec les nouveaux noms de variables, etc., nouveaux concepts. Pour les CDR, on planifie aussi faire les mêmes modifications sur une période historique. Et donc, c'est pas encore super clair. Puis ça dépend un peu. Pour le LAD ou la DAL, je pense que les variables devraient rester plus ou moins les mêmes. Les noms, je veux dire. Donc, très peu d'impact là. Pour le FFT1, déjà, chaque équipe qui rend le FFT1 disponible dans les CDR peuvent modifier les variables, les noms des variables, oui. La structure, etc., comme qu'ils veulent. Donc, ça serait à ces équipes-là de choisir comment est-ce qu'ils réagissent aux changements de variables, aux changements, etc. Mais pour nous, c'est vraiment, on va donner la possibilité d'utiliser les nouveaux noms pour une plus grande période pour pas que ça devienne une question de avant telle année, c'est ce nom-là, après telle année, c'est ce nom-là. Ça, c'est toujours très, très, très difficile à gérer en code. À l'interne, le FFT1 fait déjà ça. Change de nom tous les 5-6 ans. C'est pas facile à gérer, mais à l'externe, on le voit pas parce qu'on traite les données avant de faire ça, généralement. C'est peut-être pas 100% vrai, mais généralement, c'est ça qu'on fait. Donc, on va essayer de rendre ça aussi simple que possible pour les chercheurs à l'externe. Et dans les CA, si je comprends bien, les gens ont accès aux anciennes données jusqu'à temps qu'ils choisissent d'aller aux nouvelles données. Donc, ils pourront réagir une fois qu'ils veulent modifier leur code pour aller aux nouvelles données. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Puis merci de votre présence et votre participation. Donc, c'est ça, tout ça va être rendu disponible bientôt sur notre chaîne YouTube. Puis, je pense que c'est ça, vous faites la même présentation, mais en anglais plus tard cette semaine au Réseau canadien. Bon, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter à tout le monde un bel après-midi.